On parle de l'Europe dans le cercle RH et de son action concrète pour l'emploi. On va faire le point dans quelques instants avec notre invitée Adina Revol. Ravi de vous accueillir, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Alors ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses ces derniers jours, des directives. Alors souvent on critique l'Europe, la Commission, Bruxelles. Là, il y a des choses très concrètes qui avancent. On va parler évidemment de ce SMIC européen. Alors, on redéfinira évidemment précisément ce que sera ce SMIC européen. On va parler de la place des femmes dans les boards, dans les conseils d'administration. Alors là, c'est vrai que la France est un peu en avance sur le sujet, mais c'est vrai que l'Europe, là, va mettre tout le monde au niveau, notamment les 27. Et puis, on va parler de l'Ukraine, qui est le sujet vraiment au cœur de l'actualité. Concrètement, guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, très dure, très violente, meurtrière, et puis des flux de réfugiés. Comment s'est organisée la Commission européenne et concrètement, comment se sont réparties ces femmes, en particulier des femmes, notamment dans leur accès à l'emploi? Parce que la question est posée. La guerre devait être courte, elle va durer et il va falloir qu'elle puisse continuer à vivre. Oui, le maître mot de la réaction de l'Union européenne vis-à-vis de l'invasion injustifiée de la Russie en Ukraine, c'est la solidarité et l'unité. Donc, tous les États européens ont accueilli les bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Et effectivement, ce sont des femmes et des enfants. Il y a aujourd'hui 6 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, 8 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Et pour cela aussi, l'Union s'est mobilisée, notamment avec de l'aide humanitaire et de l'aide financière. Alors, pour les réfugiés ukrainiens en Europe, nous avons activé très rapidement après le début de la guerre, une semaine après, le 4 mars, nous avons activé une protection temporaire, c'est-à-dire accès à l'emploi, accès à un logement, accès pour les enfants à l'école, et puis aussi accès à l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple. Donc, accès à la vie normale en Europe. Et aujourd'hui, tout ça, c'est une fierté parce que l'Union européenne et tous les États ont accueilli les bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que certains vont imaginer une guerre rapide, une invasion russe, et puis que les choses allaient se régler dans la diplomatie. On voit que ce n'est pas le cas et que certaines femmes vont rester et s'installer dans certains pays. Comment ça se passe, cette répartition? On sait que la Pologne est en première ligne. C'est le pays qui vraiment a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, mais il y a d'autres pays qui ont pris leur part de responsabilité. Ça se répartit comment ? Alors effectivement, la Pologne, c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Il y a environ 3,5 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Il y a aussi la Slovaquie, la Roumanie. Mais il y a aussi des pays qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, comme la Moldavie, par exemple, qui ont pris aussi leur part de solidarité et pour lesquels l'Europe s'est engagée à travers... La Moldavie, c'est compliqué pour elle. Une aide financière pour justement les aider dans cet accueil. Alors, il faut savoir que l'Union européenne s'est mobilisée aussi au niveau financier pour aider les États en première ligne. Donc, il y a aujourd'hui 3,4 milliards d'euros qui ont été débloqués pour aider les pays européens à souvenir à leurs nouvelles fonctions, parce qu'il faut donner accès, donc, comme je le disais, à l'école, à un logement, accès aux soins de santé, et tout ça, ça a un coût. Et donc, l'Union européenne a mobilisé de l'argent pour aider les États à faire face à cette nouvelle charge. Alors, il y a eu des mots malheureux en France d'un député centriste qui évoquait le fait qu'en voyant arriver ces réfugiés, au début il y avait quelques hommes, on sait que maintenant les hommes sont revenus sur le territoire, restent des femmes. Il avait évoqué une main-d'œuvre qualifiée, bon marché. Il y a un débat qui est posé évidemment sur ces femmes face à l'emploi. Est-ce qu'elles travaillent d'abord? Est-ce qu'elles ont un accès à l'emploi? Elles y ont droit. On le sait, en France, il y a la barrière de la langue, c'est compliqué. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelques chiffres sur l'accès à l'emploi de ces femmes? Alors en France, on sait qu'il y a environ 100 000 réfugiés ukrainiens qui sont établis. On voit qu'ils vont à l'école, donc parce que grâce aux normes européennes, les enfants ont accès à l'école. Donc il y a la langue. On voit qu'ils sont très bien intégrés. Tout à fait. On a vu plein de reportages à la télé sur leur niveau en mathématiques, par exemple, et leur facilité d'intégration. Ça prenne très vite. Et puis, bien sûr, il y a donc le cadre européen
offre à tout le monde la possibilité de travailler partout dans l'Union européenne et aussi avoir accès à un logement. Et ça, c'est très important pour que les réfugiés soient accueillis dans des conditions décentes. Donc évidemment, il y a un contrôle des États pour vérifier évidemment que cette main-d'œuvre est utilisée dans le cadre légal d'un contrat de travail. Donc pour le redire très clairement, le choix des 27, c'est évidemment de pouvoir accueillir et faire travailler ces femmes dans le cadre légal du droit national. Nous sommes d'accord là, la Commission Le choix est celui de la solidarité et l'Union européenne est une union de droit, donc une union de valeurs et c'est le respect du droit européen, bien sûr. Juste un petit mot, parce que vous représentez la Commission, vous êtes la représentante de la Commission, on est d'accord parce que ça aura des incidences évidemment sur l'emploi en France. Embargo pétrole, on en est où concrètement? C'est validé ou pas? Alors, vous avez raison de poser la question de l'embargo énergétique. Parce que énergétique, gaz, pétrole. Gaz, pétrole. Donc, nous avons réussi justement à nous en défaire des importations du charbon russe. Et puis, d'ici la fin de l'année, il y a ce qui a été validé avec le 6e paquet de sanctions, c'est un embargo sur 90% des importations de pétrole russe en Europe. Et nous allons justement maintenant, la stratégie, la Commission européenne a aussi proposé une stratégie pour en sortir de la dépendance envers les importations gazières russes d'ici la fin de l'année. La transition énergétique, on dit en France en tout cas, et on le dit aussi en Europe, qu'elle va créer beaucoup d'emplois. Est-ce que ce drame ukrainien ne fait pas accélérer la Commission et évidemment les États membres, cette transition et donc les créations d'emplois qui en découlent? Cette stratégie-là, l'Europe l'a en tête forcément. Alors, l'Union européenne s'est engagée depuis longtemps. Elle a accéléré en 2019 avec le Pacte vert. Donc, le Pacte vert, c'est un engagement d'être le premier continent climatiquement neutre en 2050. Et nous sommes le seul continent à avoir une loi climatique. Donc, notre ambition politique a été transformée en engagement juridique. Mais là, on accélère de fait. Et maintenant, il y a une accélération encore plus importante avec un plan que nous venons de présenter qui s'appelle REPowerEU. Et c'est une accélération qui est demandée aussi par les citoyens européens parce qu'ils sont 85% à demander à en sortir aussi vite que possible des importations gazières et pétrolières russes. Enfin, il ne faut pas leur mentir quand même à ceux qui nous regardent, ça ne va pas se faire en 6 mois quand même. C'est-à-dire que la transition énergétique vers des nouveaux emplois verts, on nous en parle depuis presque 20 ans et on n'y est pas encore. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons proposé un plan qui s'appelle REPowerEU qui permet en fait un déploiement massif de renouvelables en Europe très, très rapidement, donc notamment sur les toits. Un déploiement aussi un renforcement de l'ambition en matière de biométhane. Ça permet aussi une baisse de la demande, notamment avec un plan bâtiment. Et donc, qui dit filière économique thermique, dit aussi emplois locaux non délocalisables, comme on dit. Et donc le troisième pilier, c'est la diversification gazière avec des partenaires fiables et un achat commun de gaz. Mais je vais vous donner juste un chiffre très concret, par exemple, parce que dans ce plan, on a aussi mis l'accent sur un accélérateur hydrogène. L'hydrogène, en fait, peut créer d'ici 2030 1 million d'emplois hautement qualifiés dans l'Union européenne. Et justement, l'Union européenne investit aussi dans la création de ces nouvelles compétences, parce que c'est aussi l'enjeu de la transition climatique, de créer de nouvelles compétences, que ce soit pour ceux qui font les travaux de rénovation de bâtiments, clairement. Que ceux qui vont travailler... Enfin, ça aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Enfin, je n'accable pas la Commission, je parle plutôt à la France. Là, ça fait 20 ans qu'on parle de rénovation. Il y a eu des lois successives en France et on n'a pas vu aboutir grand-chose. Alors récemment, il y a quand même la MaPrimeRénov'. Il y a eu 700 000 MaPrimeRénov' qui ont été données entre 2021 et 2022. C'est financé entièrement par le plan de relance européen. Il y a un plan massif aussi dans le cadre de France Relance de 6 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments publics. Et c'est aussi financé par le plan de relance européen. Et c'est dans le cadre de cette ambition européenne de rénover 35 millions de bâtiments d'ici 2030. C'est bien de vous entendre parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est simplement des financements français. On oublie que c'est le plan de relance européen qui crée aussi des emplois ici sur notre territoire. On va tourner cette page ukrainienne parce qu'il y a évidemment les enjeux forts qu'on évoquait autour du gaz, de l'accueil des réfugiés. Et puis, dans la nuit du 6 au 7 juin,
mais il s'est passé quelque chose d'important. C'est ce que dit en tout cas Clément Beaune, qui est le ministre délégué chargé de l'Europe, puisqu'on est sous présidence française. Donc évidemment, et par ailleurs, ça ne vous a pas échappé dans une campagne législative ici en France, il parle d'une avancée majeure parce que eh bien, depuis, c'était 2012, hein, je crois. 2012, novembre 2012. Novembre 2012, donc ça fait presque 10 ans que c'était dans les cartons qu'on en parlait, la place des femmes au sein des conseils d'administration, vous dites les boards, au sein de ces entreprises européennes. D'abord, pourquoi ça a mis autant de temps, alors que, je le redis, en France, on a voté la loi Copé-Zimmermann avec 40% de femmes dans les conseils d'administration. À l'époque, d'ailleurs, c'était en 2011-2012. Pourquoi ça a été aussi long en Europe? Parce que certains pays n'ont pas, je dirais, la maturité sur ces sujets? Alors, la Commission a proposé effectivement cette proposition en novembre 2012. Le Parlement européen s'est prononcé assez rapidement en 2013 sur cette proposition. Et ensuite, le Conseil, donc les États membres, n'ont pas pu s'accorder sur une position commune pour négocier avec le Parlement européen et arriver à une décision commune. Parce que vous savez, la Commission propose et ensuite, ce sont les États membres et les députés européens qui s'accordent sur la loi européenne. Donc, là, ça a marché. Et donc là, enfin, ça a marché. Alors, au Conseil, certains États ont estimé qu'il ne faut pas introduire des obligations contraignantes pour arriver à atteindre cet objectif d'égalité, de représentation dans les boards et donc d'égalité, c'est-à-dire d'avoir au moins 40% des membres du sexe sous-représentés dans les boards. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle ça a pris très longtemps. Mais en tout cas, c'était aussi un engagement de la présidente von der Leyen d'arriver vers une union de l'égalité, d'une union où les hommes et les femmes, les filles et les garçons aient la possibilité et l'avenir en fait de diriger de manière égale la société européenne. Ursula von der Leyen explique qu'il y a plein de femmes qualifiées pour les postes de direction. Elles devraient pouvoir y accéder. Elles vont y accéder. Alors évidemment, comme pour la loi française, il y a un délai. C'est 2026, 2026, c'est avec quand même, il faut le préciser, que depuis 2012, les choses avaient évolué avant même que la directive soit évidemment votée. Il y avait une évolution de la place des femmes. On était passé de 11,9 en 2010 à 31,3% aujourd'hui. Ça veut dire que ça va mieux. Donc on n'est pas très très loin finalement sans la loi des 40%. Les choses se sont faites d'elles-mêmes, non? Ou alors il y a des bons élèves, des mauvais élèves, et vous avez envie de rééquilibrer tout cela? Comment ça se passe? Il y a bien des pays qui sont plus en retard que d'autres, j'imagine, sur ces questions. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'avoir au niveau européen un cadre. Et là, on a ce cadre avec un objectif contraignant. Et ce qui est très important aussi, c'est que derrière, il y a aussi des amendes qui sont dissuasives pour les entreprises qui ne respectent pas cet objectif contraignant. Et il faut aussi mentionner que cet objectif ne s'applique pas aux PME, aux entreprises de moins de... Entreprises cotées en bourse. Entreprises cotées en bourse. D'accord. Donc l'ensemble des entreprises cotées en bourse sur l'ensemble des marchés des 27 auront l'obligation. Pour le reste, il n'y a pas d'obligation. Nous sommes d'accord. Donc il manque quand même, on est que sur un pied là. Ce qui est très important, c'est aussi de souligner que c'est le mérite qui s'applique toujours et c'est une procédure transparente. Donc on a une vision sur la transparence du processus et le mérite s'applique toujours dans cette procédure. Alors là, on va rentrer dans un autre volet parce que je le dis, il s'est passé tout un train de directives. Alors il faut quand même faire un peu de pédagogie, on vous l'avait dit, hein, c'est un travail avec le Parlement, la Commission européenne, il y a un travail évidemment d'échange, de vote, de validation, puis ensuite les États s'emparent de ces fameuses directives qui arrivent dans nos assemblées respectives. On a quel délai, nous, ici en France? Là, sur celle-ci, on est très en avance, donc on n'a pas trop de problèmes, mais il va falloir la transposer, cette directive. C'est quoi les délais qu'ont les États? Parce que ça, c'est jamais très clair dans l'esprit des Français. Alors, généralement, lorsqu'on adopte une directive, donc le Conseil, les États membres le Conseil et le Parlement se mettent d'accord sur une loi européenne, le délai de transposition est écrit dans le texte de la directive et généralement, c'est entre 12 et 24 mois. 12 et 24 mois, donc pour transposer dans le droit des pays respectifs la directive. Alors, la directive, il faut savoir que dans une directive, on a un objectif général. C'est ça, un cadre.
un cadre général et ensuite le durée de transposition, c'est pas du temps perdu parce qu'en fait, c'est la transposition de cet objectif dans le droit national en tenant en compte les spécificités nationales. Alors justement, sur la place des femmes dans les boards, la France était en avant, je le dis cocorico, parce que c'est vrai qu'on a eu cette loi, et récemment la loi Rixin, la députée est venue sur notre plateau sur la place des femmes dans les COMEX, donc on est descendu d'un cran. Donc j'imagine que pour terminer sur ce sujet, vous allez inventer ou avancer sur ce sujet, parce qu'on n'est pas arrivé au bout là, la Commission européenne n'est pas arrivée au bout. Sur ce sujet d'égalité femmes-hommes, on peut aller plus loin encore. C'est une grande ambition de la Commission von der Leyen. D'ailleurs, la présidente von der Leyen, c'était sa première femme à diriger la Commission européenne. Et il y a donc une ambition donc, de faire une union de l'égalité et de faire de l'Union européenne un endroit où, comme je le disais déjà, les hommes et les femmes, et les filles et les garçons aient le même avenir et les mêmes potentialités en termes d'avenir et de participation à la vie de l'économie européenne et de la cité au sens démocratique du terme. Alors, tournons au troisième chapitre, toujours dans ce paquet de directives où il y a des belles choses, et c'est vrai que la France s'est félicitée puisque nous sommes sous présidence française, cette question du SMIC européen. Alors, c'est vrai que quand on lit les articles, on va le détailler parce que vous avez les chiffres, c'est pas vraiment un SMIC européen quand on regarde réellement le cadre qui est proposé. Il n'y a pas de SMIC européen. Alors, il faut savoir que dans l'Union européenne, il y a 21 États qui ont un cadre national, qui ont un SMIC européen. Après, il y a des États où la fixation des salaires est basée sur la négociation collective. Et ça marche très bien. Donc, il y a 6 États, notamment les États nordiques, l'Italie et l'Autriche, Chypre, où la fixation de salaire est basée sur la négociation collective. Et c'est un modèle, et généralement, ces pays-là ont des niveaux de salaire supérieurs à la moyenne européenne. À la France. Et ce qui est très important aussi à souligner dans le cadre de ces directives, c'est que nous avons voulu nous attaquer à la pauvreté au travail. C'est-à-dire que nous avons vu que la pauvreté au travail a augmenté depuis 2007. On était à 8,3. Maintenant, en 2020, on était à 9,7%. Et donc, l'idée derrière ce cadre européen pour un salaire décent, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à un salaire décent dans l'Union européenne. Oui, alors il faut bien être précis, ce n'est pas un SMIC moyen qui sera proposé, puisque par exemple la Bulgarie c'est 332 € et que le SMIC le plus élevé au sein de l'Union c'est 2202 €, c'est le Luxembourg et la France est à 1603. Sixième pays, oui. Sixième pays, il y a des pays, vous évoquiez tout à l'heure les pays nordiques qui sont effectivement des bons élèves. J'ai même vu que certains pays avaient des SMIC par branche, c'est-à-dire que ce n'est pas un SMIC national comme chez nous, mais en fonction de la branche, la chimie, l'industrie, on fait varier le niveau des salaires. Donc, les pays justement où la fixation du salaire est basée sur la négociation collective. Nous sommes d'accord. Donc pour ces pays-là, ça veut dire que la directive va effacer ces SMIC variables par secteur et va faire un SMIC unifié sur l'ensemble du pays. Non, nous allons... Il n'y aura pas de SMIC européen. Nous sommes donc bien d'accord. C'est un cadre européen pour un travail, pour un salaire minimum décent. Et donc, nous allons justement, la directive renforce la négociation collective, parce que c'est aussi un modèle, la négociation collective. Et le but, justement, c'est de négocier, de renforcer la négociation par branche et interbranche. Et dans les pays où au moins 80% de la main-d'œuvre n'est pas couverte par la négociation collective, justement, de renforcer la négociation collective à travers la mise en place d'un plan d'action pour que la main-d'œuvre soit mieux protégée à travers la négociation collective, parce que la négociation collective, c'est un modèle qui marche, et on le voit dans les pays nordiques. Il faut quand même préciser pour ceux qui nous regardent que cette philosophie, là aussi, ça a été long, ce débat sur le SMIC européen, parce qu'en fait, il pose une question fondamentale qui est le dumping social entre pays. C'est-à-dire le fait qu'on puisse utiliser une main-d'œuvre bon marché ou moins chère. Alors, je pense évidemment à l'Allemagne qui a pu travailler avec certains pays limitrophes, comme la Pologne. Est-ce que tout ça va s'atténuer parce que ça va continuer à exister? Il y aura toujours une différence de revenus entre certains pays, on est bien d'accord?
Alors, la différence de revenus existe. Vous avez mentionné la différence entre le SMIC, entre la Bulgarie et le Luxembourg, c'est les extrêmes. C'est toujours ce qu'on prend comme exemple. Et justement, l'idée de ce cadre européen de salaire décent, c'est de faire en sorte que le salaire minimum, en fait, soit équivalent à 60% du salaire médian brut. C'est ça. Et donc, maintenant, les États doivent évaluer leur salaire minimum au regard de cet objectif de 60% du salaire médian brut et l'évaluer aussi par rapport au pouvoir d'achat parce qu'effectivement, la différence entre la Bulgarie et le Luxembourg, c'est aussi une différence de pouvoir d'achat, mais même si on enlève le pouvoir d'achat, il reste c'est à peu près un tiers. L'écart, c'est de 1 à 3. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même une évolution qui permettra à certains pays, on évoquait la Bulgarie tout à l'heure, on a évoqué la Roumanie, d'autres pays, qui vont pouvoir rehausser le niveau de vie de leurs salariés, d'améliorer la négociation collective. Donc ça, c'est très très intéressant. Qui n'empêchera pas le dumping social entre la Bulgarie et l'Allemagne ou dans d'autres pays. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le salaire minimum n'était pas destiné à empêcher le dumping social. Nous avons d'autres règles en Europe qui sont déjà... ça y contribue, vous le confirmez. Qui sont déjà en œuvre d'ailleurs, parce que nous avons des règles pour... Un travail égal, salaire égal. Donc, ces règles-là sont déjà implémentées. Donc, l'idée, justement, c'est de créer une Europe sociale. C'est d'ailleurs un engagement très important de la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen. Et puis, on a en Europe le socle européen des droits fondamentaux. Et justement, le droit à un salaire décent, c'est un des droits européens pour les citoyens. Donc, finalement, c'est ce cadre européen pour un salaire décent, c'est une réalisation très concrète de l'Union européenne et c'est aussi que chacun d'entre nous verra dans sa vie quotidienne. Adina, il faut quand même préciser que la France ne verra pas son SMIC augmenter, hormis qu'elle l'a augmenté sur le plan national là tout récemment. Il y a eu un coup de pouce du SMIC, parce qu'en fait, si on choisit la règle du salaire médian, en fait, notre SMIC est plutôt au-dessus, donc il n'y aura pas, grâce à cette directive, d'augmentation, vous le confirmez. La directive ne fera pas augmenter le SMIC mécaniquement, on est d'accord? Alors, il y aura une réévaluation possible du SMIC oui, ça, elle est possible. tous les 2 ans, mais la directive n'oblige pas les États à rehausser le SMIC. Donc, comme je disais, c'est un cadre pour un salaire décent. Et donc, il y a un objectif d'avoir un salaire minimum équivalent à 60% du salaire médian brut. Et avec ceux qui sont toujours dans la négociation collective, c'est l'Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie, Suède, on est d'accord. Eux sont dans la négociation collective. Ils vont devoir, eux aussi, transférer cette directive dans leur pays, on est bien d'accord. Donc ça risque de modifier évidemment à la marge le montant de leur SMIC. Je ne sais pas si vous le confirmez. Alors, eux, ils doivent justement continuer dans la tradition de négociation collective et ils doivent prendre en compte la directive. Mais comme je le disais dès le début, ce sont des pays où généralement les salaires sont supérieurs c'est les bons élèves de l'Europe. Aux objectifs de 60% de salaire médian brut. Odina Rivol, avant de nous quitter, il y a un débat pouvoir d'achat ici en France qui impacte les salariés, qui réclament des augmentations de salaire. Et là, on fait évidemment un focus sur ce SMIC qui est censé rehausser et de créer une Europe sociale. Est-ce que c'est une préoccupation centrale de la Commission, évidemment du Parlement et des États, de se dire il faut que l'Europe s'intéresse à cette question du pouvoir d'achat et comment vous pouvez faire d'ailleurs? C'est très complexe parce que le pouvoir d'achat, c'est globalement la capacité de pouvoir vivre dignement de son travail et de son salaire. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit que l'ensemble des produits alimentaires sont en train d'augmenter et que l'inflation est là. Comment vous vous positionnez sur cette question pour conclure? Alors, l'Europe se préoccupe du pouvoir d'achat des Français depuis toujours. Et avec la crise du Covid, on l'a vu, on a lancé quand même le plan de relance le plus important de l'histoire de l'Union européenne, avec des investissements massifs entre 2021 et 2024. La France va recevoir 40 milliards d'euros. Et ce sont des investissements très concrets, justement, qui participent au pouvoir d'achat. J'ai mentionné tout à l'heure ma prime Rénov'. Ma prime Rénov', clairement, il y a 700 000 foyers qui l'ont reçue. C'est financé par l'Union européenne pour isoler leur maison. Ce qui veut dire qu'in
fine, la facture énergétique va baisser. Après, sur la partie typiquement énergétique, l'Union européenne s'est aussi engagée à acheter ensemble du gaz, justement pour faire baisser le prix du gaz acheté au niveau européen et assurer la sécurité énergétique. Je pensais au blé, je pensais au pain. Le pain a augmenté en France. Pour le blé et le pain, effectivement, c'est pas l'inflation actuelle est due à la situation, à l'invasion russe en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine est un des pays les plus fertiles de l'Europe et la Russie aujourd'hui bloque l'exportation de 20 millions de tonnes de céréales d'Ukraine. Ma question n'était pas assez précise. Est-ce que l'Union, est-ce que la Commission peut compenser ce manque, cette baisse de pouvoir d'achat sur le plan européen, comme elle peut l'avoir fait sur le SMIC, ou est-ce qu'elle laisse les États, les 27, s'organiser sur ces questions ? Justement, sur la question du blé, l'Union européenne, finalement, parce que c'est ce que fait Poutine, le régime du Kremlin en Ukraine, c'est un sorte de blocus alimentaire. Et donc, le meilleur antidote, c'est la solidarité et puis la coopération mondiale. Donc, pour faire en sorte que ces céréales puissent quitter l'Ukraine et reviennent sur le marché. Et donc, nous travaillons avec les États-Unis, avec le Canada pour la solidarité internationale. Et aussi, nous avons mis en place des voies d'évacuation par terre et par routier et ferroviaire pour essayer de sortir au moins une partie de ces 20 millions de stocks. Et par ailleurs, nous allons aussi renforcer la production agricole en Europe, justement, pour pouvoir aussi exporter ailleurs, pour pouvoir nourrir la population européenne et exporter. Et ça, c'est la PAC. Et il ne faut pas oublier que la PAC, c'était à la base de la construction européenne. C'est vrai, c'est un des piliers de la construction. C'est un sujet éminemment complexe qu'on ne va pas ouvrir ce matin ensemble. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Adina Revol, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Et puis vous n'êtes pas venu les mains vides parce qu'il s'était passé beaucoup de choses ces derniers jours et on les a développées, notamment ce SMIC européen et la place des femmes dans les boards. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On revient en France et on parle de la situation du marché de l'emploi des jeunes diplômés. Quelles sont leurs perspectives? Et on en parle tout de suite avec notre invité.